Le rire de mon petit-fils résonnait alors que je luttais pour respirer dans l'eau glacée du lac d'Annecy. Ses parents observant, imperturbables. Ils pensèrent m'avoir poussée à bout, une vieille femme dont on se débarrasse. Mais en refaisant surface, haletante, je n'étais pas brisée. Je renaissais avec un but unique, m'assurer que leur rire serait le dernier qu'ils prendraient à mes dépens. N'oubliez pas de vous abonner pendant que vous écoutez. Et dites-nous en commentaire d'où vous nous écoutez. Maintenant, respirez et écoutez attentivement. Voici mon histoire. Le barbecue, d'habitude une symphonie de rires et de chaleur, devint la scène de ma noyade. Ce n'était pas une erreur, pas un accident. Des mains froides pressèrent mon dos, suivies d'une poussée soudaine et brutale. « Allez, mamie !» La voix de Léo, cinglante avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, déchira l'air d'été. « Voyons si tu sais encore éclabousser. » Mon corps se tordit. Mes pieds quittant le ponton solide qu'Armand et moi avions construit il y a des décennies. Je frappais l'eau comme une pierre. Le choc me coupa le souffle, une douleur cuisante s'épanouissant dans ma poitrine, alors que j'essayais de crier pour ne faire qu'avaler plus d'eau glacée du lac. Mes membres se figèrent. 30 ans, une opération à l'épaule plus... Je me débattais, la panique, une main froide à ma gorge, tandis que l'eau me traînait de nouveau sous la surface. Quand je fis enfin surface, toussant et crachant, les poumons en feu, j'aperçus leur visage. Léo, les bras croisés, souriait, riant avec ses amis. Marc, mon fils, se contentait de regarder, son verre de limonade toujours lâchement tenu à la main. Blandine, la femme de Marc, élégante et indifférente, but une délicate gorgée de vin. « Franchement, Éléonore, » murmura-t-elle, sa voix portant à peine au-dessus des clapotis de l'eau. Elle en fait tout un drame. Juste une éclaboussure. Cette cruauté désinvolte fut un coup au ventre pire que le froid. Comment je suis sortie? Je ne m'en souviens pas. L'instinct, peut-être, ou une peur primale, désespérée. Les genoux écorchés, le cœur martelant contre mes côtes, je rampais sur le ponton. Personne ne m'aida. Personne ne me tendit la main. Léo baissa les yeux, son sourire s'élargissant. « On dirait que tu sais nager, mamie. Une dure à cuire, hein ?» Ses amis ricanèrent. Ce rire, mince et cinglant, résonnait à mes oreilles. La voix d'Armand d'il y a une éternité. Les gens montrent leur vrai visage quand ils vous croient au plus faible. Cette vérité, nette et soudaine, transperça l'humiliation. Je me retournai et marchai vers la table de pique-nique, chaque pas une douleur sourde. Ils avaient déjà repris la cuisson des hamburgers, ouvrant une autre bouteille de vin, comme si ma quasi-noyade n'avait pas eu lieu. Aucune excuse, aucune inquiétude. L'eau était assez froide, dis-je d'une voix rauque, à peine audible. Blandine, sans lever les yeux de son téléphone, fit un geste de la main, dédaigneux. « Oh, j'en suis sûre. Encore du Prosecco, mon chéri ?» demanda-t-elle à Marc. Marc jeta un coup d'œil furtif, une légère agacement dans ses yeux. « Tu as besoin d'une couverture, maman? Où ça va ?» demanda-t-il, sans bouger d'un pouce. Je frissonnais. Le tissu humide collait à ma peau. Mes genoux me piquaient. Je n'ai pas nagé depuis des années. Mon épaule... Léo, défilant sur son téléphone, sourit de nouveau. « Tu as toujours la forme, hein, mamie? La prochaine fois, on trouvera un endroit plus profond. » Le rire ondula à travers son petit cercle. Blandine soupira, bruyamment et avec exaspération. « Léo, ne sois pas si vulgaire. Éléonore exagère juste. » Ça m'a semblé dangereux, murmurai-je, mes mots les atteignant à peine. Marc posa enfin son téléphone, se frottant les tempes. « Maman, c'était une blague. Léo s'amusait juste. Franchement, tu en fais toujours toute une histoire. On essaie de profiter du barbecue. On peut passer à autre chose ?» Je les regardais,
leur visage vide, leur indifférence confortable. Mon cœur souffrait non pas de douleur, mais d'incrédulité. Comment en sommes-nous arrivés là? Il fut un temps, Dieu m'en soit témoin. Je m'en souvenais. Quand Léo m'enlaçait le cou et disait « Tu es la meilleure chose de cette maison, grand-mère ». Les dimanches matins avec des crêpes, sa petite tête reposant sur mon bras. Maintenant, il mimait la noyade, riant alors que je luttais pour respirer. Cette cruauté ne s'était pas installée du jour au lendemain. Elle avait tantôt apprise, nourrie. Des sourires en coin, des regards exaspérés. Des fois où ses parents rejetaient mes préoccupations, rièrent de mes manières désuètes, la façon dont ils parlaient de moi quand ils me croyaient endormie, la façon dont ils utilisèrent ma maison, mon argent, mon temps, jusqu'à ce que je devienne plus une gêne qu'une personne. Maintenant, j'étais assise là dans ma propre cuisine, frissonnante, pendant qu'ils planifiaient leur prochaine escapade à Djerba. Je laissais le silence s'étirer, espérant que l'un d'eux remarquerait. Ils ne le firent pas. C'était ça, le moment où je cessais de chercher des excuses. Le moment où je cessais de m'accrocher au souvenir de ce garçon aimant. Léo avait disparu. Un étranger se tenait à sa place, façonné par l'indifférence et la cruauté apprise. Je me levais, silencieuse, calme, comme toujours. Je marchais jusqu'à ma chambre, fermais doucement la porte et m'assis sur le bord du lit où j'avais autrefois lu des histoires à Léo avant de dormir. L'eau du lac avait disparu de ma peau, mais pas de mon cœur. Cette honte, cette brûlure demeurait. Je réalisais que je m'étais séchée de leur cruauté désinvolte pendant des années. Chaque anniversaire oublié, chaque prêt non remercié, chaque fois que j'étais interrompue, ignorée, raillée. La pousser dans le lac, ce n'était que la première fois qu'il le faisait en public. Je sortis mon journal et n'écrivis qu'une seule phrase. Ils n'auront plus jamais l'occasion de me noyer, parce qu'à partir de ce soir, je ne me séchais pas seulement. Je m'éveillais à une vérité que je ne pouvais plus ignorer. Avez-vous déjà eu un moment où le monde a basculé et vous avez soudainement tout vu, absolument tout, pour la première fois? Cette nuit-là, bien après que la maison se soit tue, le rire de Léo résonnait dans l'obscurité silencieuse, hantant chacune de mes pensées. J'étais assise seule dans ma chambre, la vieille lampe fredonnant doucement à côté de moi. L'image de Léo, mon Léo, riant alors que je luttais pour rester à flot, tournait en boucle infinie. Ce n'était pas seulement cruel, c'était lui, le garçon que j'avais pratiquement élevé. Pas seulement en tant que grand-mère, pas une simple visiteuse affectueuse pour les vacances. Non, je l'ai élevé quand ses parents, Marc et Blandine, ne pouvaient pas s'en occuper. Quand Marc a perdu son emploi pour la 3e fois et que la banque frappait à la porte, devinez où Léo a fini? Dans cette même maison. Dans mes bras, je l'ai nourri, baigné, lui ai lu des histoires, les réconforté pendant ses terreurs nocturnes. J'ai mis son nom sur chaque formulaire de contact d'urgence. J'ai payé ses frais de scolarité quand ses parents étaient à court d'argent. J'ai bâti son monde. Je me souviens encore du jour où il a eu son premier clavier de piano. Je l'ai acheté d'occasion à un professeur de musique à la retraite. J'ai dépensé la moitié de mes économies. Il s'est assis en tailleur sur le sol pendant des heures, pressant chaque touche comme si c'était magique. « Mamie !» avait-il dit, les yeux écarquillés. « C'est mieux que Noël. » J'avais pensé, cet enfant, il ressent profondément. Où est passé ce garçon? Je me suis souvenu comment les choses commencèrent à changer, subtilement d'abord. Quand il a eu 16 ans, son téléphone ne quittait jamais sa main. Il a cessé de s'asseoir à table. Ses merci se changèrent en grognements. Le contact visuel disparut. Au début, j'ai mis ça sur le compte de l'âge.
Les adolescents sont lunatiques, me suis-je dit. Il t'aime toujours, il grandit, c'est tout. Mais ce n'était pas ça. Il n'a pas juste grandi, il a muté. De petites choses le trahissaient, des blagues sarcastiques, se moquant de la façon dont je remuais mon thé, levant les yeux au ciel quand je racontais des histoires. J'aurais dû dire quelque chose alors. J'aurais dû le confronter. Mais je ne voulais pas faire des vagues. Je ne voulais pas le perdre. Au lieu de cela, je me suis perdue moi-même. Je le laissais me couper la parole. Je laissais ses parents rire quand ils me rejetaient. Je me laissais m'effacer dans le décor de ma propre maison. Le garçon qui pleurait autrefois quand je m'écorchais le genou dans le jardin, qui embrassait ma joue et demandait si les anges vieillissaient, était maintenant un étranger dans ma cuisine, faisant des blagues sur le fait de me noyer. Et peut-être le pire, je voulais toujours croire qu'il restait un peu de ce garçon à l'intérieur. Mais ce soir, j'ai laissé tomber ce fantasme. Je fermais le dernier album photo que j'avais de lui. Des pages de sourires édentés et de bougies d'anniversaire. Et le posais sur l'étagère. Non pas pour oublier, mais pour me protéger. Parce que l'amour sans limite n'est pas de l'amour. C'est de la servitude. Et j'ai assez servi. Que ses parents nettoient ce qu'ils ont créé. Qu'ils se vantent de ses candidatures universitaires, de ses followers sur les réseaux sociaux, de son sens de l'humour. Le lendemain matin, je le savais, je partagerais tout. Pas avec Marc ou Blandine, bien sûr. Ils étaient sourds à tout ce qui remettait en question leur version. Non, je le partagerais avec la seule personne qui écoutait toujours, vraiment écoutait. Avez-vous déjà regardé en arrière sur votre propre vie et identifié le moment exact où vous avez laissé l'indifférence de quelqu'un d'autre devenir votre silence? Le lendemain matin, le doux coup frappé à ma porte de cuisine n'était pas seulement un son, c'était la promesse d'une bouée de sauvetage. Pas la porte d'entrée, jamais la porte d'entrée. Claire passait toujours par le côté, comme si elle était chez elle. Ce qui, d'une certaine manière, était le cas. « Ouvre, Éléonore, j'ai apporté des muffins et des opinions. » Je souris avant même d'arriver à la porte. La voilà, dans ses lunettes de soleil surdimensionnées et son coupe-vent turquoise, serrant un sac en papier brun et 2 tasses de café fumantes, comme si elle prenait d'assaut un champ de bataille. Je n'eus même pas le temps de dire un mot avant qu'elle ne marche à l'intérieur, pose le café sur le comptoir et retire ses lunettes de soleil. Ses yeux, vifs et connaisseurs, balayèrent mon visage. « Tu as une tête d'enterrement. Assieds-toi. Je vais te servir. » Je m'assis parce qu'avec Claire, on n'argumentait pas. On recevait. Elle n'eut pas besoin de demander. Son regard stable et inébranlable tenait le mien. « Ils ont fait quelque chose, » déclara-t-elle. Non pas une question, mais un fait froid et dur. N'est-ce pas? Je hochai la tête. Juste une fois, c'était tout ce qu'il fallait. Elle ne haleta pas, ni ne dit « Oh ma chère », comme la plupart des gens l'auraient en fait. Elle n'offrit pas de platitude. Au lieu de cela, elle se pencha en avant, posa ses coudes sur la table et dit « Alors, il est temps. »« Temps? Temps pourquoi ?» demandai-je, ma voix à peine un murmure. Elle fouilla dans son sac volumineux, en sortant quelque chose qui n'était ni un muffin, ni une serviette. C'était un dossier manille neuf. Elle le fit glisser sur la table. À l'intérieur, la carte de mon avocat et une liste de chaque compte dont je lui avais parlé l'année dernière, lorsque nous avions fait mes impôts. Tout soigneusement détaillé. Mes yeux s'écarquillèrent. « Tu as gardé ça ?»« Je garde tout, » dit-elle, sa voix ferme, inébranlable. Surtout quand ma meilleure amie distribue son amour et son héritage comme des bonbons d'Halloween à des gens qui la pousseraient dans un lac. Elle prit une gorgée de son café,
son regard ne quittant jamais le mien. Pierre Dubois, droit des successions. Typographie nette, genre poignée de main ferme. Pas de chichi. Je fixais la carte. Le nom, son aspect professionnel, cela me semblait si définitif. Je ne sais pas, murmurai-je, une vague soudaine d'appréhension me submergeant. Ça semble définitif. Claire se pencha en arrière, croisa les bras et inclina la tête. Un petit sourire, entendu, joua sur ses lèvres. Tu veux que ce soit définitif, Éléonore. Tu ne veux juste pas te sentir coupable. C'est différent. Elle tapota la table d'un doigt, sa voix tombant dans un registre grave et intense. Écoute-moi, tu as payé l'école de Léo. Tu as payé son appareil dentaire, son fichu piano, ses voyages de football. Tu as laissé Marc et Blandine vivre gratuitement dans ta maison du lac d'Annecy pendant tout un été. Et tu as quand même dû acheter tes propres provisions. C'est tout là. Je voulais aider, murmurai-je, une douleur familière dans ma poitrine. Je sais que tu l'as fait. Tu es meilleur qu'eux. C'est ça le problème. Je regardais par la fenêtre. Les hortensias étaient en fleurs. Armand les avait plantées pour notre anniversaire. Il disait toujours que c'étaient des fleurs têtues, lentes à s'ouvrir, mais impossibles à tuer. Je me sentais comme ça maintenant. Je ne veux pas me venger, dis-je, les mots qui sonnaient étrangers sur ma langue. Claire tendit la main et me serra la main. Son contact, chaud et solide, manquera. Bien sûr que non, tu veux te libérer. Et elle avait raison. Je ne voulais pas crier ou brûler la maison ou marcher dans la chambre de Léo pour exiger des excuses qu'il ne croyait même pas que je méritais. Je voulais la paix qui vient quand on cesse enfin de supplier d'être vu. Claire se leva et me tira par les épaules. « On va en ville. Tu vas manger quelque chose qui ne sort pas d'une boîte et ensuite on appellera Pierre. Je ne suis pas allée à ce café d'Annecy depuis des mois, admis-je. Un léger tremblement dans la voix. « Parfait !» dit-elle en attrapant ses clés. « Laisse-les voir à quoi ressemble la force, avec des gilets et des pattes-modois. » Alors que nous roulions, les fenêtres baissées, le vent s'en mêlant dans mes cheveux clairsemés. Une réalisation simple et profonde me figea. Je ne m'étais pas sentie aussi vivante depuis des années. Et tout ce qu'il a fallu, c'est que quelqu'un me rappelle que j'étais toujours moi-même. Le café était bondé, le cliquetis des plats et le doux murmure des conversations m'enveloppant comme une vieille couverture. Claire remuait le sucre dans son expresso avec intention, comme si elle préparait une potion, puis me glissa la deuxième tasse sur la table. « Bois, tu vas avoir besoin de cran et de caféine. » Elle n'avait pas tort. Nous avions appelé Pierre Dubois juste après le déjeuner. Il m'avait dit de venir cet après-midi-là, disant « Apportez tout ce que vous avez et ne mettez pas de gants. » Je ne l'ai pas fait. J'ai apporté les documents fiduciaires originaux, le classeur qu'Armand et moi avions assemblé après son AVC, et une copie pliée de la lettre du fonds universitaire, datant de l'époque où Léo était encore au collège. Toujours excité de me montrer ses bulletins scolaires. Je me souvenais d'avoir imprimé cette lettre. Combien j'étais fière, combien j'étais pleine d'espoir. 50 000 €, murmurai-je, tandis que Pierre la feuilletait. J'ai commencé à la mettre de côté quand il avait 10 ans. Argent d'anniversaire, prime, remboursement d'impôts. J'ai même sauté une année de vacances. Armand et moi étions d'accord. L'éducation d'abord. Pierre leva les yeux des papiers, les sourcils froncés. Tout est toujours là, intact. Il n'en a pas encore eu besoin ? Non, dis-je, la voix creuse. Il est en IUT en ce moment. Il dit qu'il veut être transféré l'année prochaine. C'était toujours le plan, jusqu'à ce qu'il décide que je n'avais pas ma place sur un ponton, ni dans sa vie. Pierre ne posa pas de questions. Il se contenta de hocher la tête, comme un chirurgien avant une opération. « Que voulez-vous faire, Éléonore ?» demanda-t-il. « Changer le bénéficiaire ? Rediriger les fonds ? Tout clôturer ?» Je fixai le plafond un instant,
puis murmurait « Rien, pas encore ». Pierre haussa un sourcil. « Je veux observer », dis-je. « Je veux voir comment il me traite quand il me croit affaibli, quand il pense être si près d'hériter. Je veux voir qui fait semblant de se soucier et qui se manifeste vraiment. » Il referma lentement le dossier. « C'est froid. » Claire se pencha. « C'est une question de survie, Pierre. On ne brûle pas les ponts aujourd'hui. On vérifie juste ceux qui n'ont jamais été solides. » Pierre esquissa un léger sourire. « Assez juste. » Nous quittâmes son bureau 1 heure plus tard. Tout était légalement intact, mais ma perspective avait changé à jamais. Ce fond n'était plus un cadeau. C'était un miroir. Je passais le reste de la soirée chez moi, marchant de pièce en pièce comme si j'inspectais une vie que je n'habitais plus. Je m'arrêtais devant la cheminée où la photo de bébé de Léo se trouvait toujours. Ses fossettes, ce sourire, ce sentiment de sécurité. Je ne l'ai pas retiré. Je n'étais pas prête encore. Au lieu de cela, je m'assis à la table de la cuisine et ouvris une nouvelle page dans mon journal. En haut, j'écrivis « Voyons qui m'aime sans l'argent ». En dessous, je fis 2 colonnes « Qui remarque » et « Qui évite ». Le nom de Léo n'avait même pas besoin d'être écrit. Je savais déjà où il finirait. Ce n'était pas de la vengeance, c'était de la lucidité. Car malgré tous leurs plans, malgré tous leurs stratagèmes murmurés sur qui obtiendrait quoi quand je serais trop fatiguée pour gérer, ils avaient oublié une chose. J'ai toujours le stylo en main. Et je n'ai pas fini d'écrire la fin. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où le silence parlait plus fort que les mots? Et où vous saviez, au plus profond de vous, qu'un changement radical était imminent? Je commençais doucement. Un faux pas ici, un pas plus lent là, tissant une douce illusion de déclin. Je faisais une pause en pleine phrase, touchant mon front comme si j'oubliais ma pensée. Mes mains tremblaient un peu en versant le thé, juste assez pour faire claquer la tasse contre la soucoupe. Et l'effet fut immédiat, bien que pas ce à quoi la plupart s'attendraient. Non pas de l'inquiétude, pas de la gentillesse, de l'agacement. Léo, autrefois prompte à demander « Mamie, où est mon chargeur ?» grognait à peine un salut maintenant. Si je demandais de l'aide pour porter les courses, il soupirait si fort qu'on aurait dit que je lui demandais de soulever une voiture. Les sacs lourds restaient près de la porte, jusqu'à ce que je me fatigue à les rentrer moi-même. Marc, mon fils, commençait à chuchoter dans la cuisine quand il me croyait endormie. « Elle empire. Je ne pense pas qu'elle prenne ses médicaments. » Il suivait le pas de Blandine. « Je ne peux pas continuer à nettoyer derrière elle. » Sa voix prenait un ton familier, exaspéré. Blandine, toujours prompte à afficher un air préoccupé devant les amis de l'église, ne s'en donnait même pas la peine à huis clos. « Elle a encore laissé la cuisinière allumée », déclara-t-elle une nuit. Trop fort, trop faussement. C'est dangereux, Marc. Et si Léo était seul ici? Il était toujours seul ici. Mais personne ne s'inquiétait pour lui alors. Le fait est que je n'ai jamais laissé la cuisinière allumée. Je vérifiais 2 fois, puis encore avant de me coucher. Mais je n'ai pas discuté. Je les ai juste laissés le croire. Les ai laissés monter leur dossier pour mon déclin. Ils croyaient jouer aux échecs. Ils ne réalisaient pas que je jouais une partie plus longue. La nuit, je m'allongeais dans mon lit, écoutant les voix étouffées à travers le mur. Ils ne prononçaient jamais mon nom. Juste elle et elle. Elle a besoin d'aide. Elle devient un fardeau. Elle ne sait même pas gérer son propre argent. Cette dernière phrase faillit me faire rire à gorge déployée. Je gardais les registres dans mon tiroir à chaussettes. Chaque transaction, chaque compte équilibré au centime près. Le fonds universitaire, toujours intact. Le capital immobilier, toujours à mon nom. Et pourtant, il me rayait de la carte, comme si j'étais déjà partie. Un matin, je suis entrée dans la cuisine et j'ai trouvé Léo et Blandine à table,
chuchotant. Ils se sont figés sans me voyant, mais pas avant que j'entende le mot « établissement ». Léo me regardait comme un objet, pas une personne. Elle n'a pas entendu ça, marmonna-t-il à Blandine, ses yeux fuyants. Je versai mon café lentement, laissant le silence s'installer lourdement entre nous. Je regardais par la fenêtre le jardin qu'Armand et moi avions bâti de rien. Notre sanctuaire. Les hortensias refleurissaient, têtues, comme nous. « Oh, je suis vieille !» dis-je à haute voix à personne en particulier, ma voix douce, mais claire. Mais je ne suis pas sourde. Aucun des deux ne répondit. Leur silence était un mur épais et inébranlable. C'est là que j'ai su. Ils n'attendirent pas seulement que je m'éteigne. Ils essayaient de me pousser dehors avant que je ne puisse tracer une limite. Ils voulaient que je disparaisse. Alors je les ai laissés continuer à penser que je déclinais. Les ai laissés parler, les ai laissés chuchoter. Je me suis faite plus petite à leurs yeux, un fantôme dans ma propre maison, afin que bientôt je puisse disparaître entièrement. Et quand je le ferais, ils ressentiraient ce silence comme un coup de tonnerre. Cette nuit-là, j'ouvris mon journal de nouveau. Je traçai une petite ligne à côté du nom de Léo dans la colonne qui évite, la soulignant 2 fois. À côté des noms de Marc et Blandine, j'écrivis « Ils veulent la maison, pas la femme qui l'habite ». Je refermai le livre et souris dans le noir. Laissez-les chuchoter, parce que j'écoutais chaque mot, et chaque mot était un pas de plus vers ma propre évasion silencieuse. Avez-vous déjà ressenti cette froide réalisation que votre présence n'était qu'un fardeau ? Et que la libération signifiait devenir invisible? Une semaine plus tard, le coup de grâce arriva. Non pas comme un cri, mais comme une blague glaciale et désinvolte. C'était l'idée de Blandine. Un dîner décontracté pour ses amis du yoga et les collègues de Marc. On fera des grillades, simples et légers. Tu pourrais peut-être faire le gâteau au citron qu'ils adorent? Je fis le gâteau quand même. Par habitude, peut-être par sentiment. Mais je ne comptais pas rester longtemps. La maison empestait la viande grillée et le parfum coûteux. Des rires, minces et étouffants, s'échappaient du patio. Je restais dans la cuisine, juste hors de vue, écoutant, toujours à l'écoute. Puis la voix de Léo perça l'air, forte et glaciale, dégoulinant de ce sarcasme suffisant que Blandine avait perfectionné. « Alors, écoutez ça !» commença-t-il, racontant ma quasi-noyade à un cercle d'invités à moitié ivres. « Mamie est tombée dans le lac au barbecue. Elle s'est débattue comme une tortue renversée. Tout, aidez-moi, aidez-moi !» Leurs rires, vrais et débridés, transpercèrent mon sanctuaire silencieux. Il continua, et moi je me dis « Mec, tu ne te noies pas vraiment. Elle cherchait probablement la pitié. Vous savez comment sont les vieux. Ils instrumentalisent leur impuissance. Un ricanement, puis un marmonnement. C'est sombre, Léo. » Il rit plus fort. « Non, elle va bien. Une vieille dure à cuire. Une vieille dure à cuire. » C'est tout ce qu'il voyait. Pas la femme qui a payé son appareil dentaire, qui est restée éveillée des nuits entières pendant ses crises d'asthme, qui a précieusement gardé chaque dessin qu'il a jamais fait. Juste un oiseau. Mes mains tremblaient, non pas de vieillesse mais d'une rage puissante et brûlante. Puis la voix de Blandine, douce et tranchante comme un scalpel, « Elle est un fardeau », dit-elle, pas de la famille. J'ai dit à Marc, nous devons penser à l'avenir, pas aux sentiments. Un fardeau, ce n'était pas la première fois que je me sentais jetable, mais cette fois, c'était définitif. Pas de larmes, pas de mots, juste une résolution calme et inébranlable. Je marchais jusqu'à ma chambre, le rire étouffé par la porte close. Je m'assis sur le lit, et quelque chose de profond changea. Je n'étais pas en colère. Je n'avais pas le cœur brisé. J'en avais fini. C'était la lucidité que j'attendais.
La signature du contrat invisible qu'ils avaient écrit le jour où Léo m'a poussé dans ce lac. Je sortis la carte de Pierre Dubois de mon tiroir de chevet. Mes doigts hésitèrent au-dessus du numéro. Puis je composai. Il répondit au deuxième coup. « C'est Éléonore », dis-je, ma voix assurée. « Je suis prête. » Il ne demanda pas ce que je voulais dire. « Venez demain. Apportez les documents. Apportez votre pièce d'identité. » Je les ai déjà, confirmâme-je. Les mots une promesse silencieuse à moi-même. Lorsque je raccrochais, leurs rires semblèrent s'estomper, comme s'ils appartenaient à des étrangers. Le gâteau au citron resta intact. Je me coupais une tranche parfaite, non pas pour eux mais pour moi. Je la mangeais lentement, seule, à la table de la cuisine. Qu'ils fassent semblant que j'étais invisible. Demain, ils découvriraient à quel point je pouvais le devenir. Ce silence n'était pas une faiblesse. C'était ma sortie. Je ne dormis pas. Je m'assis à mon bureau, celui où j'avais aidé Léo pour ses rédactions de collège, et ouvris mon ordinateur portable. Le site web de la fondation de bourse, mis en favori depuis des années, brillait. Armand et moi avions toujours admiré leur devise. L'éducation doit être gagnée, non méritée. Je tapais délibérément, montant à donner 50 000 €. Donateur en mémoire d'Armand Mercier. Désignation bourse pour les filières scientifiques et techniques, pour étudiants de première génération. Anonyme? Oui. Avant de cliquer sur « Confirmer », je fis une pause. Léo, 9 ans, les dents du bonheur, promettant de fabriquer des machines qui aideront les gens à mieux respirer. Il ne disait rien de tel maintenant. Confirmé. C'est fait. Un transfert net et permanent. Je fermais l'onglet, sans jamais regarder en arrière. Ensuite, SNCF. Un billet simple. Départ dimanche. Destination. Résidence Les Tamaris. Une résidence paisible que Claire avait décrite. Paisible, pas morte. Jardin, atelier, échec. Parfait. Je choisis le premier train. Discret, inaperçu. Pendant que la maison dormait, je fis mes bagages légers. Une petite valise, 3 pulls, des gants de jardinage, la chemise en flanelle d'Armand, mon journal en cuir et une seule, petite faute de bébé Léo. Juste une. Les objets de valeur étaient déjà partis, les documents en sécurité. Ce qui restait n'était que des coquilles vides, des vêtements jamais portés, des appareils jamais remerciés, des cartes d'anniversaire oubliées. Qu'ils traitent ma vieille vie comme des vautours. Je pars ce week-end avec Claire, annonçai-je vendredi soir, debout dans l'embrasure de la cuisine. Elle veut de la compagnie pour un petit voyage en voiture. Marc grogna, sans lever les yeux. Léo passa devant moi, marmonnant « Cool ». Seule Blandine répondit « D'une bonne route », creux et distrait, plus préoccupé par la lessive que par mon départ. Personne n'a demandé où. Personne n'a demandé pourquoi. Personne n'a proposé de porter mon sac. Ce n'était pas de la négligence. C'était du calcul. Ils avaient fini de faire semblant. Mamie est vieille. Elle ne sera probablement plus là très longtemps. Laissons-la partir. Nous serons là quand le testament sera lu. Je pouvais pratiquement entendre leurs pensées. La valise resta près de la porte toute la soirée. Ils la regardèrent, mais aucun ne demanda quand je reviendrais. Ils supposaient que je ne le ferais pas. Et ils avaient raison. Ce n'était pas juste un voyage de week-end. Je ne revenais pas. Pas dans cette maison. Pas vers ces gens. Cette nuit-là, je fixais les murs, autrefois remplis des rires de Léo, des fredonnements d'Armand. Maintenant, silencieux, froid, me regardant partir. Mon réveil, réglé à 5h30, promettait un avenir qu'il ne pouvait pas imaginer. Avez-vous déjà ressenti la paix profonde qui découle d'un choix si libérateur qu'il a semblé être une rébellion silencieuse contre tout ce que vous avez connu? Le doux bourdonnement du réveil à 5h30 trancha le silence de l'aube,
un signal secret pour mon exode silencieux. Je me déplaçais comme un fantôme, glissant à travers la maison obscurcie, chaque pas délibéré, léger, pas besoin de lumière. Après des décennies, chaque craquement des planchers, chaque ombre, était gravé dans ma mémoire. Je me brossais les cheveux, repliais soigneusement la couverture sur mon lit, n'écrivis rien, ne dis rien. Il n'y avait plus rien à dire à l'air vide, aux gens qui dormaient, insouciants, dans leur lit douillet. Claire arriva pile à 6h01. Ses phares bas, le moteur ronronnant un doux murmure complice. Je restai un instant dans le salon, regardant la maison qui avait abrité ma vie, les murs qui avaient été témoins de mon déclin silencieux, et les gens qui en avaient lentement, laborieusement, vidé le sens. Il n'y avait pas de douleur, seulement un espace vaste et grandissant, là où la rancœur siégeait autrefois. Je sortis par la porte d'entrée, valise à la main, la refermant doucement derrière moi. Personne ne bougea, pas même Léo, tandis que Claire conduisait vers la gare. Le ciel se teintait de rose et d'orangé pâle. Elle me jeta un coup d'œil. « Ils n'ont pas demandé où tu allais, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, à voix basse. Je secouai la tête, mon regard fixé sur la route devant nous, les maisons familières rapetissant dans le rétroviseur. « Ils n'ont même pas levé les yeux, » confirmai-je. Elle laissa échapper un son dans sa gorge, un rire amer peut-être. Imagine ça, tu disparais et personne ne le remarque. Un pincement, bref et aigu, me traversa, mais je le repoussai. Je préfère ainsi, dis-je ma voix stable, sentant la vérité dans ses mots. Et c'était le cas. C'était mon choix, mes conditions. À la gare animée, nous trouvâmes un banc vide près des voies. L'air vibrait des moteurs lointains et des annonces étouffées. Nous nous étreignîmes, une accolade ferme et silencieuse, qui en disait long. Claire me glissa une petite enveloppe anonyme dans la main. « Juste au cas où », dit-elle, les yeux chaleureux. Je hochai la tête. Nous ne pleurâmes pas. Des femmes comme nous, qui avaient vu naître et mourir, et les vastes espaces douloureux entre les deux, ne pleuraient pas pour la liberté. Le train entra en gare, avec un rugissement sourd, une bête d'acier majestueuse offrant l'évasion. Je montai avec ma seule petite valise, trouvai ma place près de la fenêtre et regardai le quai se remplir de visages flous, tandis que le train avançait doucement, alors que la ville s'estompait derrière moi, remplacée par des arbres flous, un ciel immense et l'inconnu qui m'appelait. Je laissai échapper un souffle que je n'avais pas réalisé, avoir retenu pendant des décennies. Ce fut un long, lent soupir de pur et inaltéré soulagement. Ce n'était pas une fuite, c'était une renaissance. Et là-bas, dans cette maison silencieuse, ils ne remarqueraient même pas mon absence avant que les serviettes ne manquent, que le congélateur ne soit vide et que la femme qu'ils appelaient autrefois « mamie » ne soit plus commode. Ils ne m'ont pas dit au revoir, mais ils ressentiraient mon absence. Et cela, réalisai-je, fut un adieu qu'ils n'oublieraient jamais. La résidence Les Tamaris était exactement comme Claire l'avait décrite. Non pas le calme solitaire, mais le calme apaisant. Le chant des oiseaux le matin, un doux chœur devant ma fenêtre, le doux frottement de pantoufles dans le couloir, un léger murmure de musique classique flottant de l'appartement d'un voisin. Ma chambre était petite, mais propre, baignée par la lumière de l'après-midi filtrant à travers de légers rideaux blancs. Un lit simple près de la fenêtre, une bibliothèque, un fauteuil robuste qui ne grinçait pas quand je m'y asseyais. J'accrochais la vieille chemise en flanelle d'Armand, au crochet près de la porte. Son odeur familière, un ancrage réconfortant. Je posais la seule photo de bébé Léo sur le rebord de la fenêtre. Non pas comme une invitation au souvenir, mais comme un monument. Je regardais cette photo et vis enfin la vérité. Il n'était qu'un garçon que j'aimais.
Pas un homme qui méritait de me posséder ou de déterminer ma valeur. Cet après-midi-là, je m'assis au petit bureau. J'ouvris mon carnet en cuir à une page vierge, le vide invitant, intimidant. Puis, lentement, délibérément, je commençais la lettre. Pas à Léo seul, à eux tous. Marc, Blandine et Léo. J'écrivis leurs noms en haut, comme une nécrologie pour une relation morte depuis longtemps. Et puis je commençais. J'étais celle qui restait éveillée quand Léo ne pouvait pas dormir. J'étais celle qui a payé son école, ses chaussures, son avenir. J'étais celle qui n'a jamais manqué un anniversaire, même quand vous oubliez le mien. J'ai écouté, j'ai attendu, j'ai espéré. Et en retour, vous avez raillé ma peur. Vous avez minimisé mes besoins. Vous avez traité ma présence comme un encombrement. Vous avez ri quand je me suis noyée. J'arrêtais d'écrire. Ma main en suspens au-dessus de la page. Je la plaçais sur mon cœur. Il ne battait pas la chamade. Pas comme avant quand je les affrontais à haute voix. Il battait calmement, régulièrement. Un rythme d'une puissance tranquille. Je repris la plume. Ce n'est pas une vengeance. Je ne vous punis pas. Mais je ne financerai plus des gens qui voient mon amour comme un levier. Le fonds universitaire est parti. L'héritage suivra. J'ai assez donné. Et maintenant, je choisis la paix. En bas, je n'écrivis pas « Avec amour, mamie ». Je signais de mon nom complet « Éléonore Marguerite Leblanc ». Parce que c'est celle qu'ils avaient oublié exister. Pas seulement grand-mère, pas seulement maman, mais une femme entière. Je pliai la lettre, la plaçai soigneusement dans une enveloppe sans adresse d'expéditeur. Je n'y inclus aucun cadeau, aucun argent, aucune photo, juste la vérité. Je marchais jusqu'au petit bureau de poste au coin du quartier, l'envoyai en première classe et ne regardais pas en arrière. Sur le chemin du retour, je m'arrêtais au jardin communautaire. Quelques résidents, leurs visages marqués par la sagesse des années, s'occupaient d'un petit lopin de légumes. Un homme âgé, les mains profondément dans la terre, leva les yeux, de la terre maculée sur sa joue. Il hocha la tête. « Première année ici ?» demanda-t-il, sa voix douce. « Oui, » dis-je, un sourire sincère se formant. « Bon endroit, » répondit-il simplement. « Personne ne vous demande de prouver votre valeur ici. » Je souris de nouveau. Vraiment souris cette fois. C'est pourquoi je suis venue. Avez-vous déjà vécu la profonde clarté qui vient de la rupture des liens et de la réalisation pour la première fois que vous êtes vraiment libre? Il a fallu exactement 5 jours. 5 jours entre l'envoi de cette lettre et l'arrivée de la première onde de choc. Je n'ai pas vérifié mon téléphone. Je n'en avais pas apporté. S'ils avaient besoin de parler, ils devraient le faire sans suivi, sans attente, car j'avais dit tout ce que j'avais à dire. Et cette fois, ils devraient s'y faire. Pierre, mon avocat, me raconta après coup dans l'un de ses rares courriels, presque en riant, que Marc était entré dans le bureau, l'air, et je cite, 10 ans plus vieux et 20 kilos de panique en moins. Apparemment, la lettre était arrivée au petit déjeuner. Léo l'avait ouverte, s'attendant probablement à un chèque, une note sentimentale ou des instructions pour réclamer son argent. Au lieu de cela, il y a trouvé mon écriture, comme un miroir. Pas de cris, pas de supplications, juste des faits. Et puis cette ligne qui a dû lui couper le souffle. Le fonds universitaire est parti, redirigé vers une fondation qui valorise la décence avant le droit. Pierre dit que Léo devint instantanément rouge, une rougeur furieuse lui montant au cou. Blandine, toujours la plus théâtrale, commença à jurer entre ses dents un son bas et guttural que Pierre décrivit comme absolument indigne d'une dame. Marc ne cessait de répéter la même chose, comme un disque rayé, la voix tendue. Mais nous pensions qu'elle allait attendre. Attendre quoi? Attendre quoi? D'être respectée,
D'être assez utile? D'être morte? Non. J'avais assez attendu. Ce jour-là, Pierre livra le reste. Des documents officiels, la confirmation que le fonds n'était plus leur dû, que j'avais supprimé tout accès numérique, que toute correspondance devait désormais passer par lui. J'ai bien peur qu'elle se soit déclarée injoignable. Leur dit Pierre, d'une voix calme et professionnelle. Elle est parfaitement dans son droit. Je n'entendis pas leurs cris, mais je pouvais les imaginer. Blandine arpentant la cuisine, furieuse que ses plans minutieux se soient effondrés, son avenir soigneusement construit se dissolvant sous ses yeux. Marc se frottant les tempes, la réalité de son plan de secours s'évanouissant devant lui. Et Léo, pauvre Léo, réalisant que se moquer de quelqu'un jusqu'au silence ne fonctionne pas quand cette personne quitte entièrement la pièce. Pas de courriel, pas de numéro de téléphone, pas d'adresse, juste l'absence. Ce soir-là, je m'assis sur mon nouveau petit balcon, une douce couverture sur les genoux, une tasse de tisane de camomille fumante à la main. Je regardais une paire de moineaux se disputer une jardinière, leurs minuscules gazouillis formant un fond sonore réconfortant. C'était paisible, pas le calme solitaire, mais le genre de calme mérité. Celui où l'on s'installe parce qu'on a déjà crié. Je ne me sentais pas coupable. Je ne me demandais pas si j'étais allée trop loin. Parce que pour la première fois, la distance entre nous était honnête. Je n'avais pas disparu. Je m'étais retirée. Il me voulait être silencieuse, insignifiante, docile. Maintenant, ils l'avaient, mais pas de la manière qu'ils attendaient. Plus d'aide pour les factures, plus de prêts d'urgence, plus de babysitting de dernière minute, plus de fonds universitaires. Juste le silence, juste l'espace. Et moi, Éléonore Marguerite Leblanc, toujours en vie, toujours là, juste ailleurs. Ils appelleraient à de l'abandon. Ils diraient aux gens que j'ai perdu la tête, que je me suis enfuie. Qu'ils le fassent. Parce qu'un jour, quand la poussière retombera, ils se souviendraient que j'ai tout donné jusqu'à ce que cela me tue presque. Et puis j'ai arrêté. Non pas parce que j'étais cruelle, mais parce que j'ai enfin compris. On n'a pas à s'immoler pour réchauffer les autres. Et je refusais d'être leur allumette. Plus jamais. Pierre me transféra le premier courriel 3 jours plus tard. Objet. Urgent. Maman, appelle-nous s'il te plaît. Il venait de Marc. Plein de phrases paniquées et de mauvaise ponctuation. Nous avons juste besoin de parler. Nous ne sommes pas en colère. Nous sommes juste vraiment confus. Nous ne savions pas que tu étais contrarié. Léo est désemparé. S'il te plaît, laisse-nous juste expliquer. Expliquer quoi? Que j'avais imaginé l'eau dans mes poumons? Que j'avais mal interprété leur rire? Qu'être traité de fardeau n'était pas ce que ça laissait entendre? Il ne voulait pas parler. Il voulait un accès. Pierre me demanda si je voulais qu'il réponde. Je lui dis non, qu'ils s'installent dans l'écho de leur propre silence. La même semaine, ils appelèrent la banque, tentèrent d'accéder au compte. Refusé, ils envoyèrent un courriel à la fondation de bourse. Refusé. Et puis vint le geste le plus audacieux à ce jour. Ils me déclarèrent disparu. Un officier se présenta même au bureau de Pierre, demandant s'il y avait des inquiétudes pour ma sécurité. Pierre, que Dieu le bénisse, remit la documentation. Éléonore Leblanc est saine d'esprit, est partie de son plein gré et n'a aucune obligation légale d'informer les personnes dont elle se protège. Ils réessayèrent le lendemain, cette fois avec Léo qui appelait. Pierre ne répondit pas. Il m'envoya une mise à jour avec l'objet. Ils sont en panique. Je ne l'ouvris pas tout de suite. Je m'assis avec cette connaissance, non pas parce que j'avais besoin de me délecter de leur panique, mais parce que j'avais besoin de croire en mon droit de partir. Une étrange culpabilité s'installe quand on cesse de materner
des gens devenus accros à votre silence. Elle vient par vagues. Peut-être ai-je été trop dure. Peut-être ne le pensèrent-ils pas. Peut-être changeront-ils. Mais la culpabilité n'est que le prix à payer quand on vous a appris que l'amour devait faire mal. Et je ne payais plus ce prix. Je ne répondis pas. Je ne tressaillis pas. Au lieu de cela, je passais la journée au jardin, enfonçant mes doigts dans la terre chaude et plantant des graines comme si je mettais la terre au défi de recommencer avec moi. Ce soir-là, Claire appela. « Ils sont en pleine déroute », dit-elle. La nouvelle circule. Les amis de Blandine du yoga commencent à chuchoter. L'une d'elles a demandé si tu avais la démence. Je ris. Pas le rire poli, le rire libérateur. Eh bien, dis-je, je dois être la patiente atteinte de démence la plus organisée qu'ils aient jamais vue. Claire marqua une pause. Tu es sûre que ça te va qu'ils pensent que tu as disparu ? Je regardais par la fenêtre, le soleil se couchant sur un parterre de soucis. Je ne suis pas partie, dis-je. Je ne suis juste pas disponible. Parce que c'est la vérité, n'est-ce pas ? Il voulait que je sois un élément discret, en arrière-plan. Toujours prête, jamais nécessaire. Pratique, jetable. Maintenant, je suis partie, mais pas disparue. Ils ne m'ont pas perdue. Ils m'ont chassée. Et maintenant qu'ils ne me trouvent plus, ils essaient enfin d'écouter. Mais il est trop tard pour les conversations. Ce n'est pas une impasse, c'est un départ. Et pour la première fois, ce ne sont pas eux qui décident quand ça se termine. Avez-vous déjà trouvé que le vrai pouvoir ne réside pas dans la confrontation, mais dans l'acte tranquille et indéniable de retirer votre présence? Pierre a appelé cela le moment où le sol s'est dérobé sous leurs pieds. Il les avait rassemblés, Marc, Blandine et Léo. Non pas parce qu'ils avaient enfin compris, mais parce qu'ils refusèrent de croire jusqu'à ce qu'ils l'entendent de quelqu'un avec un titre. La mâchoire de Marc était serrée, le cardigan de victime de Blandine cachant à peine sa rage. Léo ? Il ressemblait à un garçon effrayé. Son monde ne se pliait plus. Pierre fit glisser le dossier impeccable sur le bureau poli. Pas de politesse, juste la vérité. Il regarda chacun d'eux dans les yeux. « Ceci vient d'Éléonore Leblanc », déclara-t-il, sa voix calme, portant un poids indéniable. Puis il lut « À ceux qui ont supposé que mon silence était un accord, j'ai tout donné une fois. Je ne mourrai pas 2 fois. » Marc tressaillit. La bouche de Blandine se pinça. Léo fixait, absent. La voix de Pierre resta stable. « Vous avez pris mon temps, ma maison, ma paix. Vous m'avez épuisé tout en disant aux autres que vous preniez soin de moi. Vous vous êtes moqué de moi pendant que je me noyais. Puis vous vous êtes demandé pourquoi je ne remontais pas à la surface en haletant pour votre approbation. Alors, que ce soit clair, le fonds universitaire est parti. L'héritage a été restructuré. La maison sera donnée. Mes biens n'iront pas à ceux qui m'ont traité comme un encombrement en attente d'être débarrassé. Mouta. Marc tenta d'interrompre. Un son étranglé. Mais Pierre leva une main. Elle m'a donné pleine autorité pour lire chaque mot. Il continua. Vous ne recevrez rien de moi après ma mort, parce que vous ne m'avez rien donné de précieux dans la vie. Ni amour, ni respect, ni sollicitude. Vous avez aimé mon argent plus que vous ne m'avez aimé. Et maintenant, l'argent est avec ceux qui croient encore en la gentillesse. Blandine, me dit Pierre, passa du rouge furieux au blanc glacial, sa façade s'effondrant. Léo marmonna, inaudible. Marc cria « Elle a perdu la tête !» La réponse de Pierre fut calme, dévastatrice. « Non, elle l'a trouvée. » Quand Pierre m'envoya la transcription, je la lus dans mon jardin ensoleillé à la résidence Les Tamaris, une chaude couverture sur les genoux. Chaque mot était un souffle, pas une vengeance, mais un registre. Il s'attendait à ce que je pardonne, donne, m'efface. J'ai parlé.
Je suis partie. J'ai réaffecté. Ma dernière phrase, en gras. Être seul vaut mieux qu'être utilisé. Le fantasme de l'héritage mourut alors, sous les lumières fluorescentes, non pas dans un fracas, mais dans la vérité. Ils sortirent en silence, non pas parce qu'ils avaient été compris, mais parce qu'ils ne pouvaient pas argumenter. Leur contrôle avait disparu. Leur écho, tout ce qu'ils avaient tenu pour acquis. Certaines fins, disait toujours Claire, sont mieux appréciées à distance. Les nouvelles de Claire étaient un murmure sec, amusé. Ça a commencé par une porte qui claque, Éléonore. Léo, de retour du service financier de son IUT, plein de mauvaises nouvelles, plein de reproches. Blandine a riposté. Si tu n'avais pas ri quand elle a failli mourir, peut-être aurais-tu encore un avenir financé. Marc se frottait juste les tempes, l'ombre de lui-même. Léo n'est pas retourné à l'IUT. Le chèque de remboursement n'est jamais arrivé. Il n'a pas été puni. Il a été exclu. Les murmures au supermarché, les regards de travers à l'église, tout cela, c'était les rapports de Claire. Il disait que tu avais disparu. Avait-elle raconté? Mais je leur ai dit que tu avais retiré tes billes d'une entreprise toxique. J'ai ri, un son libre, joyeux. À la maison du lac, la spirale s'est approfondie. Marc buvait davantage. Blandine se plaignait. La disparition de maman a tout gâché. Jamais partie. Toujours disparition. Pour eux, j'étais toujours un fantôme. Une présence à laquelle ils ne devaient se rien. Une figure qui leur devait tout. Mais le quartier savait. Pierre a confirmé que j'étais vivante, bien portante, et légalement partie. Les vieux amis se détournaient de Blandine. Marc recevait des sourires creux, plus d'invitations. Leur réputation se délitait, non par scandale, mais par la vérité. Vous raillez une femme, la dépouillez de sa valeur, et les gens se souviennent. Qui a élevé Léo? Qui a financé les vacances? Qui a cuisiné, apporté des fleurs, n'a rien demandé? Moi. Et maintenant, j'étais partie. Leur cercle social ne s'est pas effondré. Il a simplement tourné sans eux. Je n'ai pas crié. Je ne me suis pas défendue. J'ai juste cessé de contribuer. Les amis de Léo se sont éloignés. Son téléphone, autrefois une arme, gisait face contre terre. Marc et Blandine se sont disputés plus fort, leur dispute résonnant dans une maison qui sentait autrefois mon gâteau au citron. Le frigo était souvent vide. Le courrier s'entassait. Blandine hurlait. Claire rapportait « Comment ose-t-elle tout prendre ?» Mais je n'ai rien pris. J'ai laissé les rideaux, la vaisselle, les clés, le silence. Ils se sont toujours eus l'un l'autre. Mais je crois qu'ils réalisent qu'ils m'aimaient silencieuse, parce que je portais le poids de leur dysfonctionnement. Maintenant, le poids est le leur. Et je suis ici, sur mon balcon, boisson chaude à la main, soleil sur mon visage, entourée de gens qui disent « S'il vous plaît » et « Merci », sans attente, qu'ils s'assoient dans le silence, car ce n'est plus mon travail de le remplir. La paix tranquille et véritable que j'ai trouvée dans ma liberté, celle qui murmure au lieu de crier, était la justice la plus profonde que j'aurais jamais pu recevoir. Qu'en pensez-vous? La vraie liberté se trouve-t-elle dans la rupture des liens ou dans une autre forme de réconciliation? Partagez vos réflexions ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner pour entendre plus d'histoires de résilience et de reconquête de soi. Votre voix est importante pour nous, tante pour Miet. Bon.